C'était en 2016. À cause de mon travail, de l'endroit où vivait ma famille et de divers problèmes d'emploi du temps, c'était l'une des rares fois où je passais Noël seul. J'avais une petite maison agréable, dans un bon quartier, et même si être seul pendant les fêtes n'était pas idéal, je profitais quand même de la journée. Rester chez moi, regarder des films de Noël ou me promener dans le quartier quand le temps le permettait. Cette année-là, le jour de Noël a commencé calmement. Je me suis réveillé avec une neige légère qui tombait dehors, pas encore une vraie tempête. J'ai fait du café, mis « Maman, j'ai raté l'avion » en fond sonore et pris mon petit déjeuner sur le canapé. Honnêtement, c'était plutôt agréable. Vers midi, la neige s'est un peu intensifiée, mais rien qui ressemblait à un blizzard. J'ai quand même décidé d'aller faire une courte promenade avant qu'il ne soit trop tard. Le quartier avait cette ambiance typique des fêtes, des lumières aux maisons, des couronnes sur les portes et aucune voiture dans les rues. Juste un quartier calme, vide et silencieux. Je n'ai vu qu'une seule personne pendant toute la balade, un homme qui déneigeait son allée 2 rues plus loin. À part ça, rien. En rentrant, le vent commençait à se lever, faisant tourbillonner la neige en petites spirales sur la chaussée. Je me suis dit que les prévisions avaient eu raison sur la tempête prévue pour le soir. Mais ça ne me dérangeait pas. J'avais de la nourriture, des couvertures et des films, tout ce qu'il fallait pour rester à l'intérieur. La tempête est arrivée plus vite que prévu. Vers 17h, en moins de 30 minutes, on est passé d'une simple chute de neige à un véritable mur blanc. Le vent faisait vibrer les fenêtres, pas au point de m'inquiéter, mais suffisamment pour me rappeler que je ne devais plus sortir. Et avec tout ce vacarme dehors, la maison paraissait presque encore plus silencieuse. J'ai préparé le dîner et continué à regarder des films. Vers 20h, la tempête était devenue si violente qu'elle couvrait le son de la télévision. J'entendais des chocs dehors, des branches ou peut-être des décorations de Noël arrachées. Sur le moment, je n'y ai pas trop prêté attention. Environ 1 heure plus tard, vers 21h, j'ai entendu le premier coup frapper à la porte. Pas fort, pas frénétique, un seul coup, net, assez clair pour traverser le bruit du vent. Ce n'était pas un choc comme ceux que j'entendais dehors, c'était bien un coup à la porte. Je me suis figé sur le canapé. Personne ne venait jamais chez moi à Noël, et de toute façon, personne n'aurait dû être dehors par un temps pareil. J'ai coupé le son de la télé et j'ai écouté. Pendant un long moment, il n'y a eu que la tempête. Puis un autre coup. 3 cette fois. Je me suis levé et je me suis approché de la porte, mais pas assez près pour qu'on puisse me voir depuis la petite fenêtre latérale. Je n'ai rien dit, je n'ai pas bougé les stores non plus. J'écoutais simplement. Ma porte n'avait pas de judas, seulement ses fenêtres sur le côté, et si je regardais à travers, la personne dehors me verrait aussi. Je suis resté là jusqu'à ce que la nervosité commence à me gagner. Je n'entendais rien de plus à cause de la tempête, et la personne n'a pas refrappé. J'ai fini par me dire que le mieux était d'ignorer ça. De toute façon, il était hors de question que j'ouvre la porte. Je suis retourné m'asseoir sur le canapé, toujours tendu, mais essayant de me convaincre que ce n'était rien. J'ai relancé le film, mais 5 minutes plus tard à peine, j'ai entendu autre chose. J'ai mis la télé en pause et j'ai tendu l'oreille. C'était très faible, mais on aurait dit quelque chose qu'on traînait dans la neige, lentement, depuis la porte d'entrée jusqu'à l'arrière de la maison. J'ai suivi le bruit du regard, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant la porte arrière. Il n'y avait ni rideau, ni quoi que ce soit pour la couvrir, et j'hésitais même à me pencher pour regarder. Puis, il y a eu à nouveau ces 3 coups. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis levé et j'ai essayé de me pencher lentement pour regarder la porte arrière. Instantanément, j'ai vu une paire d'yeux me fixer à travers la vitre. Il faisait trop noir pour distinguer clairement l'homme. Je l'ai à peine aperçu, avant de me reculer hors de sa vue. Qu'est-ce qu'il faisait là? À ce moment-là, c'était suffisant pour appeler le 911, même s'il ne se passait rien d'autre. J'ai pris mon téléphone et j'ai eu un opérateur en ligne. Je suis resté dans le salon, trop effrayé de me bouger et risqué de me faire voir à nouveau. Il y avait quelque chose de terrifiant dans son regard. Je pense être resté au téléphone 2 ou 3 minutes quand j'ai entendu un léger grattement. Avant même de comprendre ce que c'était, un énorme fracas a retenti contre la porte arrière. J'ai entendu le verre se briser, des morceaux de la porte s'écraser au sol. Le vent a envahi la maison,
couvrant tous les autres sons. J'ai supposé que l'homme était entré, mais je n'entendais pas de pas, rien, et il était hors de question que j'aille voir. Je me suis rapidement caché derrière le canapé. Ce n'était pas une bonne cachette, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Ne rien voir, ne rien entendre à part le hurlement du vent a rendu les 5 minutes suivantes atrocement longues et angoissantes. Je savais que l'homme devait être en train de chercher, moi, ou peut-être des objets à voler, mais je n'osais pas regarder. Finalement, j'ai entendu des coups frappés à la porte et la voix d'un policier qui criait travers le vent. Je me suis levé d'un bond et j'ai ouvert. Mais l'homme était déjà parti. Il y avait des traces de chaussures mouillées partout dans la maison. Je ne sais pas s'il me cherchait ou non, mais après être entré et à peine fouillé, il était reparti. Ses empreintes dans la neige allaient vers le champ derrière la maison et le blizzard les a effacées en quelques minutes. Même après le départ des policiers, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur le bord de mon lit, toutes les lumières allumées, à écouter le vent secouer ce qu'il restait de la porte arrière. Une fois, la tempête s'est calmée, mais le silence qui a suivi était encore pire. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Les policiers sont revenus au lever du jour pour vérifier une dernière fois. Ils m'ont dit qu'ils patrouilleraient le secteur, mais qu'avec la tempête qui avait tout recouvert, ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre. Avant de partir, l'un d'eux a dit quelque chose à quoi je repense encore parfois. Il m'a expliqué qu'avec des tempêtes comme celle-là, il n'était pas rare que des gens errent, cherchant des maisons non verrouillées, sachant que le blizzard effacerait leurs traces. Je lui ai parlé des coups frappés et du fait que l'homme avait fait le tour de la maison. L'agent simplement secouait la tête. Il m'a dit que certaines personnes testent d'abord les portes pour voir si quelqu'un répond ou si quelqu'un est là. Donc en ne répondant pas la première fois, puis en me montrant à la porte arrière, si l'homme cherchait à savoir si j'étais seul, je lui avais en quelque sorte donné la réponse. Je n'avais jamais réalisé à quel point chaque petite décision prise cette nuit-là avait contribué à ce qui s'est finalement passé. J'ai eu une chance incroyable que cet homme ne soit pas plus déterminé à me trouver, car je n'ose même pas imaginer comment tout cela aurait pu se terminer autrement. Noël 2019 a été l'année où mes deux meilleurs amis, Mark et Tyler, et moi, avons décidé de louer une cabane au lieu de passer les fêtes en famille comme d'habitude. Nous avions tous la vingtaine, nous vivions loin de nos proches, on était épuisés par le travail et honnêtement, l'idée de ne rien faire pendant quelques jours nous paraissait parfaite. La cabane que nous avons trouvée se situait à environ 1 heure de la ville, à moitié enfoncée dans les bois, mais techniquement toujours dans un quartier, si on peut appeler ça comme ça, avec une dizaine de cabanes espacées d'environ 1 kilomètre. Nous sommes arrivés la veille de Noël avec des tonnes de nourriture, de snacks et de bière, et Mark avait même amené sa Xbox. On a bu et joué aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin. Ce n'était pas vraiment un Noël de cartes postales, mais on s'est bien amusé. Quand on est finalement allé se coucher, je me suis endormi presque immédiatement. Il faisait un froid glacial et la cabane craquait comme tous les vieux bâtiments en bois, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. Du moins, jusqu'à ce que je me réveille. Il devait être 3 ou 4 heures du matin, il faisait encore nuit noire dehors, je ne savais pas exactement l'heure, mais je savais que quelque chose m'avait réveillé. Des pas doux et lents venant du salon. Pas des pas normaux, plutôt quelqu'un qui marchait prudemment comme s'il essayait de ne rien réveiller personne. À moitié endormi, j'ai cligné des yeux et je me suis dit que c'était sûrement l'un des gars, peut-être pour boire de l'eau ou aller aux toilettes. Je suis resté allongé à écouter, attendant d'entendre les pas s'éloigner dans le couloir ou vers la salle de bain. Mais le bruit restait au même endroit, les lames de bois qui craquaient près de l'entrée de la cabane, comme si la personne faisait les 100 pas. J'ai eu envie d'appeler pour demander si tout allait bien, mais je n'avais pas envie de crier depuis une pièce sombre, ni de sortir et les surprendre. Finalement, les pas se sont arrêtés, la cabane est retombée dans le silence. Je me suis retourné et je me suis rendormi. Quand je me suis levé le matin, la lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres du salon et les gars étaient déjà debout. La première chose que j'ai faite, c'est de demander en rigolant qui se baladait à 4 heures du matin. Je m'attendais à une réponse débile, genre quelqu'un qui avait perdu son téléphone en étant bourré. Mais ils m'ont tous les deux regardé avec exactement le même air confus. Mark a dit « Mec, on est tous allés se coucher à 2 heures.
Et Tyler a secoué la tête en disant qu'il ne s'était pas levé une seule fois. Au début, j'ai rigolé. Je me suis dit que j'avais dû imaginer ça ou rêver et confondre avec la réalité. Puis j'ai regardé vers la porte d'entrée. Elle était déverrouillée. Pas seulement le pain dormant, mais aussi la poignée, complètement ouverte au niveau des serrures. La porte était fermée, mais rien n'était verrouillé. Je leur ai demandé si l'un d'eux était sorti ce matin. Ils ont tous les deux répondu non. Quand je leur ai montré la porte, j'ai vu leur visage se figer. On a tous compris à ce moment-là que j'avais peut-être réellement entendu quelqu'un pendant la nuit. On était pourtant quasiment sûr d'avoir verrouillé la porte. Après une minute de réflexion, Tyler a dit que c'était peut-être le vent ou que la vieille porte ne fermait pas bien. Les excuses habituelles que les gens trouvent quand ils ne veulent pas envisager autre chose. On voulait tous croire que ce n'était rien, alors on a fini par laisser tomber. On a pris le petit déjeuner, en gardant nos manteaux tellement il faisait froid dans la cabane, et on a passé l'après-midi à jouer aux jeux vidéo, regarder des films et simplement profiter. On s'est aussi échangé de petits cadeaux nuls pour Noël, et on a passé du temps à appeler nos familles en visio. Il neigeait trop et il faisait bien trop froid pour sortir, même si on avait prévu de faire de la randonnée. Au fil de la journée, l'histoire des craquements et de la porte déverrouillée est devenue juste un mystère étrange. Mais à mesure que la nuit tombait, j'ai commencé à ressentir un mauvais pressentiment. On était tous dans le salon, en train de jouer à un jeu débile sur la Xbox, à rire et à se crier dessus, et de temps en temps, je me surprenais à regarder la fenêtre. Je ne l'avais pas vraiment remarqué avant, mais maintenant, l'obscurité dehors semblait trop proche, comme si quelqu'un pouvait se tenir à quelques mètres et nous observer clairement, sans que nous puissions le voir. Je savais que durant la journée, il y avait des arbres juste derrière cette fenêtre, à peine 3 mètres, et entre là, on ne distinguait absolument rien. J'ai préféré ne rien dire pour ne pas plomber l'ambiance, d'autant plus que je n'avais aucune raison concrète de me sentir comme ça. Je n'avais rien vu. Comme on s'était couché tard la veille, on est resté éveillé jusqu'à minuit. Mark est allé se coucher premier, Tyler et moi sommes restés encore une trentaine de minutes à discuter, puis nous sommes allés se coucher aussi. Je suis resté éveillé un moment dans mon lit, difficile de dire combien de temps, peut-être 1 heure. Il n'y avait ni rideau ni volet et la fenêtre à côté de mon lit me mettait vraiment mal à l'aise. Et puis, je les ai entendus à nouveau. Les pas, lents, discrets, près de l'entrée de la cabane. Je me suis redressé et j'ai écouté attentivement. Cette fois, j'étais sûr que ce n'était aucun de mes amis. J'aurais entendu quelqu'un sortir de sa chambre et marcher dans le couloir. J'essayais juste de comprendre si c'était la maison qui craquait ou si c'était réellement une personne. Au bout d'un moment, j'en étais sûr. C'était des pas. Et comme la personne semblait faire les 100 pas dans le salon, j'ai finalement décidé de me lever pour aller voir ça. Mais alors que j'approchais de la porte de ma chambre, les pas quittèrent le salon et entrèrent dans le couloir. Ils se rapprochaient. Ils longèrent le couloir, passèrent devant ma porte et se dirigèrent vers ce que je pensais être la chambre de Mark. Puis, plus rien. Silence total. Très lentement, j'ai attrapé la poignée et entrouvert la porte juste assez pour regarder dans le couloir, sans faire de bruit. J'ai vu un homme très grand, au moins 1,95 m, peut-être plus, avec de longs cheveux et une barbe très épaisse. Il était immobile, face à la porte de la chambre de Mark, debout dans l'obscurité. Je n'ai pas osé regarder plus longtemps. Je me suis reculé en laissant la porte entr'ouverte pour éviter qu'elle fasse un bruit en se refermant. À ce moment-là, je ne savais absolument pas quoi faire. J'étais paralysé. Environ 20 secondes plus tard, j'ai entendu un léger craquement dans le couloir. Avant même que je puisse réagir, ma porte a été poussée brusquement. L'homme se tenait dans l'encadrement, me fixant avec des yeux grands ouverts et un visage totalement vide d'émotion. J'ai hurlé de toutes mes forces. Il n'a même pas bronché. Presque immédiatement, Mark et Tyler sont sortis de leur chambre en courant. Je ne voyais mal, mais Tyler a tout de suite aperçu l'homme et a essayé de l'arrêter. Le gars était énorme. Il a plaqué Tyler contre le mur et l'a jeté au sol sans effort. Mark était probablement figé par la scène. Puis l'homme a pris la fuite. Il n'a pas essayé de se battre contre nous tous. Il est juste sorti en courant de la cabane et d'après ce que nous avons compris, il s'est enfoncé dans la forêt. On a verrouillé la cabane et appelé la police. Elle a mis plus de 20 minutes à arriver. Pendant tout ce temps, on s'attendait à ce qu'il revienne.
On tenait ce qu'on pouvait comme arme de fortune, des couteaux cuisine, la barre en fer de la cheminée, mais il n'est jamais revenu. On n'a jamais vraiment eu de réponse. Toute l'affaire est surtout retombée sur le propriétaire de la cabane, puisque c'était chez lui qu'il y avait eu une effraction. Ce que cet homme voulait, de nous ou de la cabane, on ne le saura jamais. Parmi les quelques théories que nous avons évoquées, celle qui me semble la plus plausible est qu'il cherchait le propriétaire sans savoir que la cabane était louée. Ça expliquerait pourquoi il nous a vus et n'a rien fait de plus. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Il aurait tout aussi bien pu être là pour nous faire du mal et avoir pris la fuite en voyant qu'on était 3. Quoi qu'il en soit, on est tous reconnaissants que ce ne se soit pas terminé en combat, parce que honnêtement, je ne sais pas qui aurait survécu à ça. C'est arrivé en hiver, juste autour de Noël. Je vis avec ma copine, je l'appellerai Sarah, et comme nous étions assez loin de nos familles, nous faisions presque toujours un road trip pour les fêtes. Cette année, nous allions chez la famille de Sarah pour Noël. Le trajet faisait un peu moins de 11 heures. D'habitude, ce n'était pas trop pénible, mais peut-être qu'on avait eu de la chance les années précédentes. On a bourré toutes nos valises dans le coffre et on est parti la veille de Noël en espérant arriver dans la soirée pour avoir toute la journée de Noël avec sa famille. Les premières heures ont été calmes. Beaucoup de gens avaient déjà fait leur déplacement pour les fêtes, donc la route n'était pas encombrée. À un moment, je me suis arrêté dans une petite station-service pour faire le plein et prendre une pause avant de continuer. Il n'y avait pas une seule autre voiture. Sarah est restée dans la voiture avec le chauffage et je suis entré pour payer et prendre des boissons. Le vent était violent et glacial, l'air n'avait pas été déneigé, il y avait à peu près 20 cm de neige à traverser pour atteindre le bâtiment. Je suis entré et j'ai tout de suite remarqué le silence. Je n'ai vu personne. J'ai regardé un instant, supposant que quelqu'un était sans doute dans l'arrière-boutique et viendrait une fois que j'aurais choisi. J'ai pris 2 boissons et je me suis approché du comptoir, mais personne n'est apparu. J'ai crié « Bonjour !» et j'ai tenté d'aller jeter un œil dans l'arrière-salle, mais je n'ai ni vu ni entendu personne. Je pense que l'endroit était en fait vide, bien que les portes fussent déverrouillées et les lumières allumées. C'était étrange, mais après quelques minutes, j'ai laissé les boissons et suis ressorti pour pouvoir au moins utiliser la pompe. Dès que j'ai remis un pied dehors, j'ai vu un type debout devant la vitre de la voiture où se trouvait ma copine. Il tapotait la vitre et regardait à l'intérieur comme pour lui parler. Il était emmitouflé dans des vêtements d'hiver épais. À part sa tenue, je ne pouvais pas bien le distinguer. J'ai commencé à me hâter vers la voiture, mais dès qu'il m'a vu, il a reculé et s'est mis à s'éloigner rapidement. Je suis remonté dans la voiture et je l'ai regardé s'éloigner vers la route. Il n'était clairement pas l'employé manquant de la station, donc ça m'a encore plus inquiété. J'ai demandé à Sarah ce que faisait ce type. Elle avait l'air un peu bouleversée. Il était apparu dès que je suis entré, et tout ce qu'il faisait, c'était frapper la vitre en demandant sans cesse qu'on baisse la fenêtre. Il ne disait pas pourquoi ni rien d'autre. Elle a trouvé ça très inquiétant et a gardé portes et fenêtres verrouillées sans répondre. On n'est pas resté. J'ai démarré et on est parti en espérant trouver une autre station au fur et à mesure. L'endroit avait une atmosphère vraiment dérangeante, on ne voulait pas y rester une seconde de plus. À cause de ce détour, on a dû rallonger notre trajet. La station suivante sur notre route principale était trop loin et on risquait de tomber en panne au milieu de nulle part par ce froid. Avec le détour et la neige qui ralentissait tout, on a pris du retard. Il était déjà tard dans la nuit et il nous restait encore 4 heures de route. Fatigué, on a décidé de s'arrêter dans un motel bon marché pour dormir quelques heures et arriver chez sa famille tôt le matin de Noël. Sarah a prévenu sa famille et j'ai trouvé un motel en bord d'autoroute quelques kilomètres plus loin. L'enseigne 24/7 était allumée, mais le parking était vide. Étrange pour la nuit de la veille de Noël. Je suis entré, il y avait un employé au comptoir, on a pris une petite chambre et on est remonté chercher nos bagages. On était crevés et on s'est effondré en moins de 30 minutes. J'ai mis un réveil à 2 heures du matin pour pouvoir repartir et arriver vers 6 heures chez sa famille. Je crois que nous avons dormi comme des pierres.
Je ne me suis pas réveillé une seule fois pendant ces 5 heures. Quand le réveil a sonné, je me suis levé en grognant, pas du tout envie de sortir du lit. J'ai laissé Sarah dormir un peu et j'ai rassemblé nos affaires. Je suis ressorti dehors pour tout charger sur la banquette arrière. Il semblait toujours que personne n'était venu la nuit. Il faisait un froid de gueux et le vent soulevait une fine poussière de neige. La visibilité était mauvaise. Je suis reparti dans la chambre pour réveiller Sarah et l'encourager à nous dépêcher. Puis je suis allé à la réception pour régler et rendre la clé. Le comptoir était vide. Une sensation de déjà-vu m'a envahi, comme à la station-service. Mais cette fois, j'étais certain de les avoir vus la veille. Je me suis approché du bureau et j'ai appelé. Personne. Par terre, derrière le comptoir, il y avait des papiers éparpillés comme si l'employé était parti en urgence. Un mauvais pressentiment m'a pris et je suis vite retourné réveiller Sarah. J'ai l'arraché du lit, on a tout fourré dans la voiture et on est parti en trombe. En tombant sur le côté du motel, j'ai aperçu un homme le long du bâtiment. Le même type que dans la station-service, avec le même manteau d'hiver. Sachant que quelque chose n'allait pas, j'ai repris l'autoroute et Sarah a appelé 911. On a retrouvé des policiers à une station-service 15 minutes plus loin. Là, c'est devenu encore plus inquiétant. Un des agents expliquait qu'il semblait impossible que l'homme puisse nous avoir suivis sans que nous ne sommes en rendus compte. Et en fouillant la voiture, ils ont trouvé un traceur collé sous l'aile arrière, près de la roue. Le type avait dû le fixer quand il s'était approché de notre véhicule à la station-service. Après plus d'1 heure, les agents sont allés inspecter la station-service et le motel. On est pâle quand ils ont annoncé que les employés des 2 lieux étaient portés disparus. Donc ce type qui nous suivait était clairement lié à tout ça. Mon hypothèse, il avait agressé l'employé de la station-service avant notre arrivée, et quand je suis entré, il supposait que j'avais vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Il nous aurait alors suivis pour nous éliminer aussi. On n'en est pas sûr, parce qu'ils n'ont jamais retrouvé l'homme. Seule une image floue d'une caméra de la station servit d'indice. C'était la façon la plus angoissante de passer notre matin de Noël. On y a pensé toute la semaine de vacances, mais après ça, plus aucune nouvelle. Malheureusement, je n'ai eu aucun retour sur l'employé de la station ni sur le réceptionniste du motel. Je suppose qu'ils sont toujours portés disparus. Ça donne froid dans le dos de réaliser que Sarah et moi aurions pu disparaître aussi si on n'était pas partis à temps.